Bonsoir et bienvenue dans l'échiquier international en direct sur Al24 News. La guerre en Ukraine, un dossier qui continue de dominer l'actualité internationale. Ce qui se passe en ce moment dans la région suscite en tout cas de plus en plus les inquiétudes, notamment en matière de sécurité en Europe. On va revenir sur les derniers développements sur le front, bataille à Bakhmout, contre-offensive ukrainienne annoncée, sanctions occidentales contre la Russie et cette guerre sur le front médiatique qui elle aussi continue de faire rage. Place au débat avec nos invités ce soir dans un instant. Et nous sommes vraisemblablement face à un conflit qui s'éternise en Ukraine. Tous les acteurs impliqués dans ce qu'on qualifie de guerre d'usure mesurent-ils les conséquences désastreuses de la situation actuelle? Pas si sûr au moment où aucune des parties en conflit ne parle de paix. Nous allons, en l'espace de 26 minutes, essayer de décrypter les derniers développements de cette crise avec mes trois invités. Anne-Laure Bonnel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, l'une des rares journalistes lanceurs d'alerte sur ce qui allait arriver en février 2021 en Ukraine, puisque vous avez été témoin de ce qu'ont vécu les populations russophones dans la région du Donbass dès 2014. Et vous l'avez d'ailleurs raconté dans votre documentaire qui a fait, rappelons-le, grand bruit Donbass, intitulé Donbass. Anne-Laure Bonnel, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. Alors nous avons également le plaisir de recevoir pour cette émission depuis Moscou Karine Béché-Golovko, docteur en droit public, professeure invitée à l'université d'État de Moscou. Bonsoir Karine. Bonsoir. Et nous essayons de joindre dans un petit moment Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des questions internationales. Il va intervenir avec nous en direct depuis Paris. Donc, je le disais, premier axe autour duquel nous allons débattre ce soir, c'est d'abord cette bataille qui se joue sur le front militaire pour le contrôle de la ville de Bakhmout. Kiev assure donc que Moscou pourrait s'emparer de Bakhmout d'ici le 9 mai. Que pensez-vous de cette information? C'est d'ailleurs l'armée ukrainienne qui l'atteste, Karine Béché-Golovko. Bonsoir. Je pense qu'il faut faire très attention avec les dates et avec surtout les déclarations, puisque, comme vous l'avez dit, il y a aussi une guerre de l'information et toute déclaration n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il faut comprendre qu'il s'agit d'un discours et d'un discours qui est posé. En l'occurrence, l'Ukraine souligne le fait qu'elle a des difficultés avec Bakhmout, Artyomovsk, et que donc on reste toujours dans la même rhétorique. Il faut plus d'armes, il faut plus de moyens, il faut plus d'hommes. Donc, oui, la bataille continue. La bataille est extrêmement difficile. Elle est d'autant plus difficile que l'on voit quand même une espèce de conflit interne entre Prigojine et l'armée russe qui est extrêmement nocif. Et là, on voit un mélange de conflits politiques, d'ambition, de postmodernisme aussi, qui est quand même rentré dans une guerre pourtant traditionnelle, qui repousse aussi les frontières de ce conflit, qui se joue évidemment sur le terrain et sur le sol. Et comme vous l'avez dit, il n'est pas question de négociation en ce moment, et tout le monde, et même les leaders occidentaux le disent clairement, que cette guerre doit se gagner sur le champ de bataille. Mais au-delà de ça, il est important aussi pour la Russie de sortir du cadre idéologique qui lui est imposé par l'Occident, parce que dans ce cas, elle joue avec des armes et des moyens qui ne sont pas les siens. Donc, l'on voit ici tout un chamboulement, en fait, et sur le terrain, et sur la manière d'entrevoir le conflit, et en perspective, quelle victoire. Parce que si chacun attend une victoire, elle est différente pour tout le monde. Et pourtant, l'on sent bien que tout ce qui a été déjà avant ne sera plus, que ce monde a définitivement changé. Pourtant, quel sera son visage derrière et surtout quand cela terminera? Comme vous l'avez dit, c'est un conflit à long terme, car c'est un conflit civilisationnel et il va être effectivement très difficile. Pour l'instant, sur le terrain, c'est tendu, c'est difficile, mais les armées se battent et l'armée russe se bat. Alors Anne-Laure Bonnel, vous n'êtes peut-être pas spécialiste en la matière, mais je vais tout de même vous poser la question sur cette bataille de Bakhmout. Vous revenez d'ailleurs d'un séjour en Russie et vous continuez d'ailleurs vos investigations en tentant de chercher la vérité sur ce conflit, en interviewant également différents experts. Alors vous qui observez ce qui se passe dans la région, Anne-Laure Bonnel,
Quel est votre point de vue? Comment voyez-vous cette bataille de Bakhmout? Que représente-t-elle dans ce conflit? Écoutez, moi, ce que j'ai remarqué pour suivre cette bataille à travers les réseaux sociaux, principalement, on a des vidéos des deux belligérants qui sont extrêmement instructives. Ce que l'on peut déjà faire comme retour sur expérience de cette bataille, c'est qu'elle est déjà d'une part extrêmement violente, mais que souvent, lorsqu'on analyse les vidéos qui sont mises en scène, parfois pour de la communication, ou tout simplement véritablement authentique et sans dessous de propagande, quelle qu'elle soit, c'est qu'elles n'ont souvent rien à voir avec ce qui peut être analysé sur certains plateaux de télévision. Donc, il faut être assez modéré dans ce que l'on récupère comme analyse de plateau télé, parce que ces vidéos sont très troublantes. On a pu voir dès le début de cette bataille, qui est extrêmement sanglante et coûteuse en hommes, que les discours officiels de certains analystes étaient totalement erronés. Oui, vous êtes là pour nous le dire d'ailleurs, puisque vous avez été témoin, vous avez couvert ce genre de bataille sur le terrain. Donc c'est une première, on assiste. Alors on l'avait déjà vu pour certaines batailles, certaines guerres, que je ne citerai pas. Pour ceux qui connaissent mon travail, la dernière que j'ai filmée. Mais là, on rentre tout de même dans une guerre de communication qui est assez nouvelle dans son amplitude. On a tout un tas de vidéos, et je répète, des deux camps. Je répète encore une fois, qui souvent contredisent les communications de plateau TV, mais également les communications des politiques, des analystes et des gouvernements. Il faut savoir, et là j'enfonce des portes ouvertes, mais une guerre, c'est avant tout, et depuis la nuit des temps, une guerre de l'information. Donc moi, depuis le départ, et aussi bien de cette bataille sanglante, terrible, et j'ai du mal à trouver, on va dire innommable, je prends avec beaucoup de pincettes tout ce qui est dit, parce qu'il faut revenir quand même sur cette base. La guerre, c'est avant tout une guerre de l'information. Comment parler aux opinions publiques? Comment remonter le moral de ces troupes? Comment également des gouvernements, des partis politiques, des pays ne peuvent pas perdre la face, quel qu'il soit, que l'on parle de la Russie ou de l'OTAN ou de l'Ukraine et de ses alliés. Il va falloir que chacun se justifie auprès de ses nombreux publics. Oui. Mais est-ce que vous pensez que cette bataille peut être, on peut s'attendre à un tournant dans le conflit si l'un des protagonistes remporte cette bataille Intéressant, c'est que cette bataille, déjà, donc pour l'analyser, vous voyez bien que il faudrait faire appel à des spécialistes du renseignement, au CENT, etc., et de regarder avant tout les vidéos filmées par les soldats eux-mêmes, qui sont extrêmement révélatrices et parlantes, et surtout se rendre compte de prendre un peu de distance et se dire que cette offensive contre-offensive que l'on attend, personne aujourd'hui est en mesure de dire ce qu'il va se passer. Absolument. Personne. Il y a beaucoup de rumeurs, vous l'avez dit, de désinformation qui entourent cette contre-offensive ukrainienne. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Alors la bataille de Bakhmout se poursuit dans un moment où les Ukrainiens avaient justement annoncé une contre-offensive au printemps pour tenter de récupérer donc les régions en Ukraine annexées pour rappel à la Russie. Qu'en est-il de cette contre-offensive selon vous? Que vaut-elle vraiment? En réalité, la contre-offensive est plus une valeur symbolique qu'une valeur stratégique. On a bien compris que ce n'est pas une ville qui fera la différence dans la guerre, mais c'est une sorte de verrou psychologique au niveau des deux protagonistes, donc ukrainiens d'un côté et russes de l'autre. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup, évidemment, de propagande. C'est une période de guerre, donc de chaque côté, on entend la propagande. Et surtout, ce qu'on constate, c'est qu'on parle beaucoup de contre-offensive sur la base de cette prise, d'ailleurs, de Bakhmout, qui est une ville plus symbolique, comme je le disais, que stratégique militairement parlant. Mais on attend deux contre-offensives, pas une. Celle des Ukrainiens qui est annoncée depuis déjà l'hiver et celle des Russes qui, semble-t-il, va bientôt être mise en place. Alors, évidemment, vous avez une correspondante de guerre que je salue d'ailleurs pour son courage d'avoir été sur le terrain, d'avoir été exposée à beaucoup d'attaques de la part de certains médias de propagande otanesque. Il faut être très clair, hein, il y a une prise en compte de la propagande occidentale contre les Russes et dès qu'on a un discours un peu dissonant, on est tout de suite attaqué. Mais simplement pour dire qu'aujourd'hui, on a une guerre quasiment presque asymétrique, même si les Ukrainiens ont des armes, mais la proportion en termes
système guerrier est largement en faveur des Russes, qui fait que, quelle que soit la bataille qui va être conduite, quelle que soit l'issue de la bataille, de toute façon, ça laissera des morts sur le tapis, beaucoup de morts ukrainiens. On l'a vu dans le rapport américain qui a été révélé de façon inattendue. L'Ukraine est en grande difficulté, peu d'équipements matériels, peu de soldats sur le terrain, donc une impossibilité chronique de pouvoir ne serait-ce que résister à un assaut russe. Et l'assaut russe est largement engagé. On a vu la sortie de Prigojine pour obtenir plus d'armes, pour en finir rapidement avec Bakhmout qui est prise à 80%. Donc aujourd'hui, la question de Bakhmout est presque une question passée. Ce qui va arriver derrière, c'est surtout une offensive massive de l'appareil militaire russe pour en finir non seulement avec les résistances qui restent dans quelques villes, mais surtout pour en finir avec cette fameuse zone de sécurité qu'ils veulent mettre en place pour garantir que les 20% pris aux Ukrainiens restent russes. Karine Béchier-Golovko, sur on va dire ces rumeurs qui gravitent autour de cette contre-offensive ukrainienne qui est annoncée d'ailleurs. Oui, je suis assez d'accord avec votre intervenant. C'est vrai que Bakhmout ou Artyom, c'est une question plus symbolique que stratégique, même si ça permet de débloquer aussi la situation militairement sur le terrain. Parce que, à part Soledar, ça fait longtemps quand même qu'il n'y a pas eu réellement de prise et on sent plus une guerre de tranchées que des grandes avancées fulgurantes pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discours autour des contre-offensives. L'on voit de temps en temps, on voit des offensives régulières lancées et par l'armée ukrainienne qui sont systématiquement refoulées et l'armée russe qui avance petit à petit. Donc on ne peut pas dire non plus que pour l'instant il n'y en a pas. De là savoir si de part et d'autre il y aura réellement suffisamment d'armes et de force pour réellement lancer une contre-offensive de grande envergure, ça c'est une question qui est extrêmement difficile et je ne pense pas que l'on puisse avoir la réponse en s'appuyant sur la communication. Pour la simple et bonne raison que, regardez, simplement, on n'arrête pas de dire aussi l'armée ukrainienne est à bout de souffle, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus d'hommes, bientôt ça va tomber, etc. D'un autre côté, on entend également Prigojine nous expliquer que il a absolument besoin qu'on lui donne tout ce dont il a besoin parce que, comme il l'a écrit lui-même dans ses réseaux sociaux, il y a énormément d'armement de l'OTAN qui maintenant est entre les mains de l'armée ukrainienne, qu'elle met des hommes de plus en plus sur la ligne de front, donc c'est de plus en plus difficile. Donc on voit déjà même à l'intérieur du système de communication certaines contradictions. Autrement dit, de toute manière, nous sommes à ce niveau-là uniquement au niveau de la communication. Quoi qu'on en dise, la guerre de l'information, certes, c'est important, pas au niveau communicationnel, mais au niveau politique, parce qu'effectivement, les pouvoirs doivent justifier les avancées, les reculs, les pertes, les mobilisations. Mais n'oublions pas une chose, une guerre, elle se gagne pas sur les plateaux télé. Une guerre, elle se gagne sur le terrain. Donc, au-delà des déclarations à droite et gauche, effectivement, d'experts qui sont parfois quand même assez particuliers, on va dire, il est absolument fondamental de comprendre qu'on n'a pas toutes les informations, et heureusement, parce que il semblerait que, d'accord, nous vivons à l'époque et à l'heure de la communication, et chacun estime que en surfant dans les réseaux sociaux, il doit comprendre tout ce qui se passe, il doit avoir un état exact de la situation sur le terrain. Imaginez que dans ce cas-là, l'ennemi aussi a une situation exacte de ce qui se passe sur le terrain. Donc, il est absolument normal qu'il y ait une part d'ombre dans une guerre. Et il est important aussi d'ailleurs que parfois peut-être se calmer un petit peu sur les vidéos qui sont publiées, sur les commentaires qui sont faits, parce que c'est bien de chercher à faire des likes, à avoir de plus en plus d'abonnés, etc. Mais il y a des choses plus importantes actuellement qu'une petite carrière sur Telegram. Donc ici, il me semble qu'il faut revenir un petit peu dans la mesure. Et en ce qui concerne très concrètement Artyomovsk et ce combat, dans tous les cas, n'oublions pas une chose, nous sommes du côté russe dans une guerre de libération du territoire national. Ce territoire est constitutionnellement et juridiquement russe. Donc la question n'est pas de savoir si c'est stratégique ou pas stratégique. Un territoire national doit être couvert par l'État auquel il appartient. Donc la Russie doit libérer ce territoire. C'est pas une question stratégique, c'est une question vitale. Très bien. Donc cette guerre continue en tout cas d'être scrutée, d'être très commentée sur les plateaux
télé, même sur les réseaux sociaux. Anne-Laure Bonnel, cela nous permet en tout cas de savoir ce que pensent justement les Occidentaux en voyant tous ces développements. Justement, j'aimerais en savoir plus sur le soutien des Occidentaux aux Ukrainiens dans cette guerre. On le sait, les Occidentaux continuent donc de soutenir, de parler de ce soutien à l'Ukraine, mais également de durcir leurs mesures, leurs sanctions contre la Russie. Que pensez-vous justement de tout cela, Anne-Laure Bonnel? Comment l'analysez-vous? Alors, avant toute chose, j'aimerais pouvoir préciser ce qui vient d'être dit, c'est que les frontières de 2022, les Français et les Occidentaux ne les ont pas reconnues. Il faut quand même rappeler que ce qui est navrant dans tout ça, c'est cet échec diplomatique pendant 8 ans sur les accords de Minsk. Oui. Je ne peux pas, et je ne le ferai jamais, ne pas condamner cette guerre. Hein. Le 24 février reste un échec diplomatique et c'est navrant. En ce qui concerne les sanctions, là, on a un nouveau paquet de sanctions. Un 11e, oui, qui a été annoncé. Aujourd'hui. Oui. Je pense que là, il se passe quelque chose de très dangereux. On est en train d'assister à la division du monde. Pourquoi je vous dis ça? Ce paquet de sanctions, là, pour la première fois, va concerner certaines entreprises chinoises, mais également arméniennes. On a les Émirats arabes unis qui sont également visés et la Syrie. Or, ce que les Occidentaux n'ont pas compris, encore une fois, ce que je vous dis, ce n'est pas pour légitimer quoi que ce soit. C'est à un moment donné, il faut prendre un peu de recul dans tout ça. Cette guerre, et c'est un fait, je ne porte pas de jugement sur comment le reste du monde la considère. En tout cas, elle est pensée par ce que l'on dit maintenant de façon assez, pour résumer grossièrement, le Sud global. Oui. Le Sud global ne l'accepte pas, cette guerre. Oui. En tout cas, elle n'a pas voulu prendre parti. Elle ne l'accepte pas dans le sens de sanctionner la Russie ou de devoir choisir un camp. C'est une évidence. Donc, quand je vous dis qu'on est en train d'assister à une division du monde et qu'un orage est certainement en train de se préparer, il est incarné par ce nouveau paquet de sanctions qui est quand même assez déstabilisant. Je ne sais pas s'il va aboutir, mais en tout cas, il ne faut pas oublier que c'est que pour la première fois, des entreprises des Émirats arabes unis, de Syrie, d'Arménie, évidemment russes et chinoises, là, sont impliquées. Donc déjà, il faut rappeler aux spectateurs que les États-Unis ont perdu une part de leur hégémonie. Hein, la confiance a été quand même remise en question pour tout un tas de bonnes et de mauvaises raisons. Et donc ce paquet de sanctions-là, moi je m'inquiète, puisque l'Occident quand même reste relativement isolé, puisque beaucoup de pays disent que c'est une guerre entre Occidentaux. Qu'est-ce que ça va donner? C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, on voit bien qu'avec la dédollarisation en cours et ce paquet de sanctions qui, là, maintenant fait entrer des pays qui ne l'étaient pas comme complices de la Russie, je pense que ça risque d'avoir des répercussions que nous n'avons pas mesurées. Très bien. Donc, Anne-Laure Bonnel, Gamal Abina, Anne-Laure Bonnel vient d'en parler justement. Toutes ces sanctions permettent en tout cas une nouvelle reconfiguration du monde. Quel bilan pourrait-on justement faire de toutes ces sanctions, toutes ces mesures restrictives à l'égard de la Russie? Déjà, pour commencer, c'est pas le reste du monde, le Sud global, ne parle pas de sanctions, ne parle pas de guerre entre occidentaux. Il parle de guerre entre l'Occident et l'Orient. C'est l'Europe orientale qui est en guerre contre l'Occident. Donc, c'est encore une fois une fracture du monde, une fracture qui rappelle étrangement la guerre froide. Mais pour tout vous dire, oui, le paquet de sanctions contre la Russie, ils en ont pris 10 jusqu'à présent, n'a rien donné. Je veux dire, non seulement les Russes n'ont pas été impactés de façon durable par les sanctions, mais en plus l'économie a progressé, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ça ressemble à des sanctions boomerang. À chaque fois que l'Occident prend des sanctions, à part les États-Unis qui sont les grands gagnants, le reste est extrêmement impacté et se
trouve en grande difficulté. Il suffit pour s'en rendre compte de voir l'inflation galopante dans tous les pays européens qui ont été directement frappés par les sanctions russes finalement, puisque c'est une sanction boomerang avec les effets rétroactifs. L'autre aspect dont il faut tenir compte, c'est que la croissance russe est soutenue toujours, et surtout que l'alliance nouvelle qui s'est faite à l'Est, qui était inattendue, russo-chinoise, une alliance économique, stratégique, géopolitique, conduit à ce que non seulement les Russes ne sont pas affaiblis, mais ont développé un renforcement qui a fait que aujourd'hui la Russie est la 10e puissance économique mondiale en termes de PIB. On est presque à 2000 milliards, ce qui est quand même pas mal. Donc c'est dire à quel point les Russes ont profité à plein de ces sanctions, contrairement à l'idée reçue, et que ces sanctions ne donnent pas grand-chose. Et maintenant, on cherche à essayer de toucher les pays dont on considérait qu'ils seraient complices des Russes, ce qui est parfaitement ridicule. Je rappelle tout de même qu'en 2003, lorsque les États-Unis vont agresser l'Irak avec l'Angleterre sans mandat de l'ONU, aucun pays n'a jugé utile de les sanctionner. Loin s'en faut. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire comme des cow-boys. Bilan des courses, des millions d'Irakiens tués, un pays détruit et le développement des groupements terroristes et djihadistes. Donc ça, c'est la réalité qu'on voit dans le monde. Et cette fracture du monde de 80% de la population du Sud, le vrai Sud, le Sud le plus important et le plus riche au demeurant, avec un développement qui est de plus en plus accéléré et un Nord en perte de vitesse, je ne crois pas que les sanctions fassent du mal au Sud. Bien au contraire, elles vont réaffirmer l'idée selon laquelle il faut dédollariser, donc faire en sorte que le monde soit libéré de ce fameux dollar qui dominait depuis la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, il faut faire en sorte de se désaliéner, de sortir du giron américain pour aller épouser, par exemple, les BRICS. Ça marche très bien, il y a beaucoup de demandes d'adhésion, et faire en sorte que l'économie ne soit plus dirigée par le grand Satan américain, comme les appelaient les Iraniens. Alors pour conclure, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. J'aimerais revenir sur cette bataille qui est aussi sur le terrain médiatique. On en a parlé, on a suivi tout récemment donc cette attaque au drone sur le Kremlin. La chose et son contraire, Anne-Laure Bonnel, ou plutôt Karine Béchegolovko, sont parfois dites sur les médias autour de ces attaques, autour aussi de cette tentative d'assassinat du président russe Vladimir Poutine. Alors, selon vous, quelle conclusion vous en tirez de toute cette désinformation ? L'on voit un écart de plus en plus important entre le discours politico-médiatique tenu en Occident et ce qui se passe au niveau des actes sur le terrain par l'armée otano-ukrainienne. D'une part, on voit une cécité grandissante médiatique et politique, c'est-à-dire que les médias, les hommes politiques en Occident ne voient que ce qui les intéresse. Dès que ça concerne l'Ukraine, ils ne voient rien. À part ça, sur le terrain, on voit également se développer une politique de type terroriste. C'est-à-dire que, et là ça devient assez grave parce que ça concerne également la France, ça concerne les pays de l'OTAN, qui utilisent l'Ukraine et qui interviennent directement, notamment en fournissant les renseignements nécessaires à ces attaques terroristes. C'est-à-dire que ce ne sont même pas des pays qui soutiennent le terroriste. Ce devient des pays, l'Europe, l'Occident deviennent des zones terroristes en elles-mêmes. Et ça, c'est une dérive extrêmement grave. Alors Bonnel, pour conclure, votre bilan sur le traitement médiatique de ce conflit ? Écoutez, il y a quand même quelque chose d'intéressant à noter, c'est que la presse anglo-saxonne est peut-être plus contradictoire. Avec, je pense, au Wall Street Journal, qui a posé des analyses plus proches de la réalité des combats. Oui. On a eu un problème en France avec le discours contradictoire. Là, je rejoins Karine. Il y a quelque chose de dramatique, en tout cas, dans ce traitement médiatique, c'est qu'il a eu pour effet de rendre invisible le reste du monde, et donc, paradoxalement, de nous diviser, de nous éloigner encore plus des BRICS allongés et de ce Sud global. Donc, finalement, c'est un traitement médiatique qui s'avère, là, pour l'instant, contre-productif. C'est comme si les Occidentaux, et ça m'inquiète un peu, se parlaient eux-mêmes. Or, il faut parler au reste du monde. Je ne souhaite pas revenir sur ces actes évidemment là, terroristes, d'attaques ciblées, etc. C'est une tragédie également, mais ce n'est pas mon domaine et je n'aurai rien d'intéressant à dire là-dessus. Oui. En revanche, nos médias devraient prendre conscience qu'il est à un moment donné nécessaire là d'ouvrir d'autres fenêtres parce que le reste du monde nous pointe du doigt en nous disant écoutez, quand on a des milliers de morts, et là je pense à l'Arménie ou d'autres zones, personne n'en parle. La famine en Somalie a fait 43 millions de décès. Qui en a entendu parler de tout ça? Donc vous voyez bien que
ces pays qui sont sous-médiatisés commencent à nous reprocher une surmédiatisation de la conflit ukrainien. Merci Anne-Laure Bonnel pour votre intervention. Je remercie également Karine Bécher-Golovko et Gamal Abina de leur participation dans ce numéro de l'Échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.